Alors, la problématique dont on va parler maintenant, elle est innovante, clairement. Le titre de la conférence « Douane et traçabilité industrielle grâce à la blockchain, le cas d'AR ». La formulation pourrait faire penser à une présentation académique, mais a priori, le sujet ne l'est pas. On va parler de mise en œuvre de traçabilité, on va parler de blockchain, du métier de DAER, on va parler douane, et je crois que c'est la seule occurrence du sujet douane dans le programme. Pour autant, ce sont des enjeux quand même qui concernent beaucoup d'acteurs, avec une réelle complexité, et une complexité, si je ne m'abuse, qui va croissant. Donc, je vais après ce court petit propos d'introduction, sachant que l'intervention associe les représentants d'AER et son partenaire technologique sur le sujet, qui est Tilcal. Et pour rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter. Donc nous avons d'une part Charlotte Turel, qui est responsable douane du groupe DAER. Bonjour. Nous avons Gabriel Rafour, qui est Head of DAER Lab. En anglais et tout. En Bonjour. anglais, non, mais c'est plus innovant. Donc toujours pour le groupe DAER. Et donc nous avons Mathieu Hugues, cofondateur et CEO de Tilcal. Bonjour à tous. Pour lancer la discussion, c'est vrai que DAER, c'est un groupe au finish que moi je connais avec plusieurs casquettes. Celle d'industriel dans l'aéronautique, celle de prestataire logistique. Là, on va parler de quoi les activités de DAER, ces enjeux du côté douane. Charlotte, c'est votre sujet. Oui, bonjour à tous. Effectivement, je vais faire une petite introduction un petit peu académique avant qu'on rentre dans le vif du sujet pour positionner un petit peu le contexte. DAER, effectivement, est un groupe avec plusieurs activités. Historiquement, c'est plutôt un prestataire de services et plutôt sur le transport maritime. Aujourd'hui, finalement, c'est le plus ancien avionneur encore en activité. Et c'est sur cette partie-là d'industrie aéronautique et en tant qu'avionneur qu'on va vous présenter justement le sujet de traçabilité avec notre partenaire Tilcal. Pour vous expliquer, donc il y a peut-être beaucoup de personnes qui connaissent la douane un petit peu, beaucoup, qui sont passionnées. Au niveau de DAER, donc il y a une vraie volonté en fait de créer une fonction douane pour l'ensemble du groupe et l'ensemble de ses activités. C'est dans le cadre justement, donc ça a été créé en 2017 et ça a permis justement de commencer à avoir une vision d'ensemble de tout ce qui se faisait en matière douanière et de faire émerger, justement de se rendre compte des différentes problématiques qu'on pouvait avoir. La fonction douane, donc je disais, petite intro un peu académique sur la fonction douane en entreprise. La fonction douane, elle a vocation à être vraiment un levier selon mon point de vue, de performance économique pour un industriel. C'est une fonction qui à la fois a un enjeu de fluidité de ces flux, l'objectif étant d'éviter des blocages en douane. Des exemples très concrets d'actualité vont être le Brexit. Elle a un enjeu de performance économique, notamment d'optimisation aussi de ces flux, qui est certainement un aspect un petit peu moins connu. Il y a effectivement un dispositif réglementaire aujourd'hui, à la fois à l'échelle internationale et européenne, qui tend à se complexifier, avec des barrières qui sont tarifaires, c'est-à-dire les droits de douane, où là, il y a des réels enjeux financiers et non tarifaires, avec tout ce qui va être les contraintes de réglementation sur tout type de produits. Et c'est notamment sur cet enjeu de performance économique qu'on a identifié chez DAER un réel besoin. En fait, on s'est rendu compte avec justement la structuration de l'activité douane au niveau du groupe qu'on continuait à payer des droits de douane de façon relativement significative dans un contexte réglementaire qui offrait pourtant aux entreprises la possibilité de réduire ces droits de douane, voire de
de les suspendre totalement dès lors qu'on a des ouvraisons, une transformation et une création de valeur ajoutée sur le territoire qui est significative. Donc c'était le premier point. Et le dernier, c'est vraiment voilà, sur ce contexte réglementaire, je suis plus tellement habituée à parler devant tout le monde. Au niveau du contexte réglementaire, au niveau européen, le Code des douanes de l'Union propose aussi des choses qui sont peu ou pas appliquées aujourd'hui par les entreprises, notamment tout ce qui va être auto-évaluation, self-assessment, qui oblige en fait les entreprises, enfin qui vont obliger, je pense à l'avenir, les entreprises à maîtriser de plus en plus leurs données douanières, à pouvoir les piloter, les sécuriser, et tout ça dans une perspective justement de participer à la performance économique et financière de la société. Donc le projet s'inscrit vraiment dans cette... on est parti d'un besoin actuel et concret sur le terrain qu'on va détailler un petit peu plus opérationnellement après, avec cette volonté justement de s'inscrire et de trouver des solutions qui ne répondent pas uniquement à ce besoin aujourd'hui, mais qui puissent préparer ce que sera la douane à l'avenir. Et donc c'est un projet axé sur la traçabilité qui s'est mis en œuvre. Peut-être que Gabriel pourrait nous en dire un petit peu plus. Justement, pourquoi ce contexte douanier, on arrive à un projet qui est axé sur la traçabilité. Oui, alors en fait, pour un peu recontextualiser aussi par rapport à nos métiers, à notre métier et au métier que finalement rend le service que je gère, qui est le DR Lab. En fait, on est la structure, le groupe, suite en fait aux différentes évolutions technologiques et puis à l'évolution des écosystèmes, a décidé de créer en 2014 une structure qui est le DR Lab, qui fait partie de la direction Open Innovation, et dont l'objectif premier est d'être une interface entre le groupe DR, donc 1863, tourné vers l'innovation, et tous ces écosystèmes bouillonnants, ici très bien représentés dans ce salon. Et l'objectif, c'était du coup d'avoir cette vigie externe qui peut aller détecter soit des technologies qui peuvent apporter beaucoup pour nos métiers, soit d'aller détecter des cas d'usage dans des industries autres, comme l'agroalimentaire, la cosmétique, qui pourraient être intéressants dans notre domaine d'activité, l'aéronautique. L'aéronautique a une image d'industrie innovante de par ses produits, mais c'est vrai que dans les process, la supply, finalement, c'est pas finalement l'industrie la plus performante et la plus innovante. Donc nous, notre métier, ça a été justement de s'inspirer de ces autres industries et de ces technologies qui ont de belles promesses. La blockchain, en tout cas dans certains de ses utilisations, outre l'aspect crypto-monnaie, elle a des promesses de transparence, des promesses d'avoir une certaine visibilité, une historisation, une sécurité. Et en fait, quand vous avez de la visibilité, quand vous pouvez sécuriser cette visibilité, ça vous permet d'avoir une traçabilité finalement a posteriori sur finalement tout ce qui peut se passer sur votre supply chain. Et donc on s'est dit, la traçabilité, c'est un sujet dans notre métier. Pas que pour la douane, hein. On s'est dit, quels matériaux on met sur quelle structure, on met sur quel... Voilà, il y a un réel enjeu. Et les douanes, justement, en est un. Et donc on a réfléchi, on s'est dit, on veut expérimenter, on voit que c'est une bonne idée, on voit que certains secteurs comme l'agroalimentaire, ils poussent vraiment l'utilisation de la blockchain avec tous les food trust chain, enfin tous les consortiums qui peuvent se créer autour de ça. On s'est dit, on veut faire partie de cette aventure, on veut travailler sur la traçabilité avec des technologies qui sont innovantes. Et les douanes, de par cette obligation de traçabilité, ce self-assessment, c'est-à-dire la capacité à, de manière presque automatique, grâce à des solutions et à des process fiables, pouvoir offrir une garantie à des autorités compétentes comme justement les douanes. Donc c'est pour ça que ce projet est né finalement dans notre tête. Et ensuite, il a fallu trouver un partenaire. Faut savoir que nous, derrière, on est avionneur, on est industriel, on est logisticien, on n'est pas développeur blockchain, on n'est pas développeur d'intelligence artificielle, etc. C'est pour ça qu'on a créé justement la structure du DR Lab. Notre objectif, c'est d'aller trouver des partenaires qui vont nous permettre justement, parce que eux, c'est leur métier, d'intégrer ces solutions innovantes, parce que eux les ont développées from scratch, et qui nous, finalement, on va juste venir les intégrer dans nos processus, dans nos métiers.
Une petite question sur le côté calendrier. C'est à quel moment que vous avez que ça a commencé à germer l'idée en interne? Alors la blockchain au ODR Lab, ça fait peut-être un petit moment que vous l'avez 2017. que vous l'avez dans votre orbite. Donc ça a commencé comment et comment vous êtes trouvé avec Tilcal? Je ne sais pas dans quel ordre vous voulez intervenir, mais Je commence, je te donne la parole ensuite. En fait, on a, à partir du constat où on s'est dit blockchain, c'est potentiellement une bonne idée, hein, on va tester, on ne sait pas. Voilà. Le but, c'est d'expérimenter aussi pour se faire notre propre avis sur la question. Et ça, on s'est posé la question en 2017. On a fait appel à justement à des on a fait beaucoup de tests, hein, on a expérimenté pas mal de choses. Je me souviens d'avoir eu cette discussion à Blockchain Paris où on disait en 2018, on a testé tout ça. Et puis alors, les gens se disaient, ouais, mais vous testez beaucoup de choses. Bah oui, il faut tester pour savoir, il faut mettre les mains dedans un petit peu pour se rendre compte qu'est-ce que la technologie peut offrir finalement sur des vraies problématiques métiers et avec les métiers. Donc on s'est dit, ok. Donc ça, c'était du coup 2018, on a commencé à cadrer un peu le sujet. 2019, on a présenté des choses en interne. Et en fait, c'était pour resituer un petit peu l'histoire. Je présentais en fait ce que pouvait offrir la blockchain de manière assez globale. Et il y avait quelqu'un des équipes de Charlotte qui était là quand je présentais ça en interne. On acculture les gens pour que voilà, on fait monter en compétence finalement les gens sur ces technologies-là. Il m'a dit non mais attends, mais ton truc là pour les douanes c'est génial quoi. Viens on travaille. Du coup on a fait ok. Donc du coup on a cadré le sujet en 2018 et en début 2019 on a débuté ce projet. Et pourquoi Tilcal? Parce que c'est une bonne question finalement. On s'est dit, on va aller sur un projet où concrètement on ne veut pas juste faire un POC, on veut vraiment aller vers derrière une industrialisation, quelque chose qui tourne. On a déjà expérimenté pas mal de choses, donc on va essayer de prendre un partenaire qui a déjà une solution industrialisée. Alors peut-être pas en aéro, mais par exemple dans l'agroalimentaire ou la cosmétique, qui était un secteur qui était plus avancé que le nôtre. Et on s'est dit, ok, qui peut faire l'affaire? Donc on a regardé un peu, voilà, on a fait de la veille. Et on s'est dit aussi, autorité douanière, ce serait pas mal que ce soit un Français aussi. Et donc du coup, notre choix s'est tourné vers Tilcal, qui cochait toutes les cases finalement plutôt la nationalité, voilà, la souveraineté nationale. Voilà. Et puis le côté vraiment solution industrialisée, plusieurs millions de transactions, une solution qui est robuste, qui a fait ses preuves. Et c'est ça qui a fait que finalement on a engagé en tout cas la discussion, outre le fait qu'on soit alumni de la même école, mais ça c'est un autre problème. Justement, peut-être un petit mot, Mathieu, de l'agro à l'aéro, c'est ça? En tout cas, visiblement, c'est la mise en œuvre de la solution Tilcal et de la blockchain dans des filières agroalimentaires, notamment, qui a participé de cette inspiration. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quand même sur la façon dont Tilcal a créé une solution et a commencé d'avoir une réalité et des références dans notamment le secteur agroalimentaire? Tout à fait. Oui, effectivement, notre point de départ quand on a démarré Tilcal, ça a plutôt été le secteur agroalimentaire parce que c'était notamment autour de 2018, etc. Enfin, c'est le secteur sur lequel il y avait la plus grande demande en termes de traçabilité, notamment pour des questions de protection du consommateur, de protection sanitaire, etc. Quand on regarde, donc notamment un des clients importants qui nous a donné une expérience industrielle à l'échelle, notamment des travaux qu'on a fait avec le groupe Danone sur la traçabilité des laits pour enfants sur le marché chinois, sur des très gros volumes. Et ça, c'est un premier truc important, c'est que quand on parle de traçabilité, c'est facile de mettre 3 données dans une base de données, dans une blockchain. La question, c'est comment ça passe à l'échelle de supply chain mondiale, des gros volumes, etc. Et la deuxième chose qui est importante, c'est que en fait, on voit souvent la supply chain vue du produit fini. Et donc on se dit, mais en fait, il y a une différence entre un produit issu de l'industrie agroalimentaire, un produit cosmétique, un produit aéronautique, etc. D'un point de vue structure industrielle, mes chaînes de valeur, c'est vrai. D'un point de vue traçabilité des produits et problématiques qui se posent sur les chaînes d'approvisionnement, c'est pas vrai. Et c'est d'autant moins vrai qu'en fait, jamais on ne trace, quand on s'intéresse à de la traçabilité bout en bout, jamais on ne trace un produit fini bout en bout. On va démarrer avec une matière première qui va être transformée, qui va être mélangée à d'autres choses, etc. Et les flux de matières premières, ils alimentent plein d'industries différentes. Et donc, en fait, c'est l'approche qu'on a prise depuis le début, c'est de se dire, en fait, la question de la traçabilité, on doit l'avoir
pour qu'elle ait un sens, elle doit être prise sous un angle multiproduit et sur un angle qui n'est pas vertical sectorisé, parce que ça n'a pas vraiment de sens sur le fonctionnement des chaînes d'approvisionnement. Et je pense que c'est ça qui a fait que dans la discussion avec Gabriel, on a pu se retrouver, même si nous, on n'avait pas de connaissance du monde aéronautique, mais finalement, c'est Daher qui connaît ce monde-là, quoi. J'espère que je ne vous ai pas perdu dans le petit script, parce que j'en fais qu'à ma tête. Mais justement, comme l'évoquait Mathieu, on a des enjeux de transformation. Alors, ce n'est pas les mêmes process que dans l'agroalimentaire. Mais pour reprendre la réalité de ce projet-là, ce que j'en ai compris, c'est qu'on a un contexte douanier de plus en plus complexe. Il faut répondre aux attentes. On a aussi des marges d'opportunité à saisir, et notamment cet enjeu qui est, comme dans l'agroalimentaire, de la modification que vous pouvez apporter, la valeur ajoutée qui est faite sur des pièces dans l'aéronautique qui vont peut-être d'ailleurs passer d'un pays à l'autre pour des étapes et process et séquences d'assemblage successives. C'est bien de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas perdu. Effectivement. Au niveau douanier, donc, on a là, le projet concerne particulièrement, donc comme on peut le voir là sur l'image, c'est de la matière première, donc c'est-à-dire là on le voit, c'est des rouleaux. Au niveau du dispositif réglementaire, au niveau douanier, il y a effectivement quand même toute une espèce, je vais appeler ça, de boîte à outils qui permet d'optimiser, de réduire les droits de douane qui sont applicable si on n'active entre guillemets aucun de ces mécanismes et si on n'a aucun accord avec l'administration des douanes. Mais ces accords avec l'administration des douanes, c'est comme un contrat en fait entre douane et entreprise, et qui repose généralement sur de la transparence et de la traçabilité. Notre droit, c'est effectivement dans certains secteurs industriels et notamment en particulier l'aéronautique, parce qu'il y a un cadre réglementaire un peu plus particulier pour l'aéronautique au niveau du perfectionnement actif. C'est le dispositif, c'est un peu le jargon qu'on utilise, le dispositif qu'on utilise pour finalement suspendre les droits de douane, mais ça peut très bien s'appliquer à n'importe quel secteur d'activité à partir du moment où il y a une ouvraison. Après, derrière le terme ouvraison, il y a beaucoup de choses. Il y a une ouvraison sur le territoire. Donc dans ce contrat, effectivement, on a le droit en tant qu'opérateur et industriel de ne pas payer de droits de douane, mais en face, il faut effectivement apporter de la traçabilité. Démontrer que cette matière première-là, elle est bien montée sur un avion. Et pour ça, donc ça c'est facile à dire, mais il faut réussir à collecter toutes les données des différents acteurs, à la fois le transporteur, le prestataire de dédouanement, les données qui sont au sein de l'usine, les données de production, et de pouvoir en fait les faire parler au sens réglementaire douanier, c'est-à-dire de pouvoir les collecter, les restituer par rapport à ce qui est demandé par la réglementation pour être éligible à une suspension de droit de douane. Et c'est vraiment sur ce point-là que le besoin de Daher a émergé, justement. C'est pas tant sur des pièces où j'importe une pièce, j'ai une quantité de 1, je l'intègre dans un process de production. Là, j'ai un taux de rendement. On va parler, si je rentre un peu plus dans le détail, il y a des taux de rendement. Je mets une pièce, j'ai X pièces pour fabriquer mon produit semi-fini ou fini. Sur la matière première, quand on a des rouleaux, ça va être X mètres carrés. Il faut être en capacité de dire où j'ai affecté tel mètre carré de mon rouleau que j'ai importé à telle date, à tel endroit, etc. Donc, dans l'aéronautique, la traçabilité, on l'a globalement, heureusement. Par contre, pour la faire parler au sens douanier et être éligible à une suspension de droit de douane, effectivement, ça demande beaucoup de travail, c'est lourd, c'est fastidieux de collecter les données qui sont finalement chez différents acteurs de la chaîne logistique internationale. Donc voilà, c'est vraiment dans ce cadre un petit peu de contrat, de contrat réglementaire et ce qui repose pour moi essentiellement sur de la transparence pour ce qui sera la douane certainement de demain dans le contexte réglementaire qu'on évoquait, l'auto-évaluation, le self-assessment, et à plus court terme sur toutes ces questions de traçabilité en fait. Donc l'enjeu c'était Daher
payer encore des droits de douane sur de la matière première qui est affectée à une industrie, à des process de production éligibles à des suspensions de droits de douane, mais où aller chercher cette suspension de droits de douane est lourd, fastidieux, demande du temps. Et finalement, le besoin, c'est aussi d'avoir non pas que les compétences, mais aussi un outil et une technologie qui puisse répondre à ce besoin pour aller chercher cette suspension et la sécuriser surtout dans le temps. La bonne nouvelle, et notamment pour les gens qui assistent à cette conférence, c'est qu'il n'y a pas besoin de construire des avions pour bénéficier de ce contexte, parce qu'on c'est pas tout le monde, quoi. Très bien. Concrètement, ça veut dire que ça fonctionne comment? C'est vrai, quand on pense blockchain, on pense à une chaîne. Ça veut dire qu'il y a forcément différentes parties prenantes, et comment on les embarque dans un projet comme ça, surtout qu'il est innovant et nouveau. Alors, je ne sais pas du ressort de qui c'est ce sujet pratique. Du coup, nous, en fait, au début, on était plutôt sur une approche assez interne. On a réalisé le POC avec les méthodologies qu'on a expérimentées depuis maintenant quelques années. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on veut mesurer nous en interne déjà pour être convaincus et pour pouvoir vendre ça aussi à l'externe. Donc c'était pour ça qu'on était parti avec une société qui, on le savait, pouvait nous accompagner justement sur cette industrialisation. Et en fait, une fois le test réalisé, la valeur démontrée, c'est là où finalement Charlotte a pu, avec notamment toutes les données réelles terrain, donc les données qu'on a utilisées pendant le projet, puisque le projet on l'a fait dans l'usine, donc avec les personnes sur le terrain. Mais même en interne, il faut embarquer. Et voilà, il y a une chaîne, elle est interne, mais il faut embarquer. C'est ça. Et du coup, là Charlotte vous en dira un petit peu plus, mais justement sur comment on a, à la fin de ce projet, pu déclencher embarquer en interne justement, déclencher une industrialisation plus complète, et avec des partenaires externes au groupe également. Donc là, peut-être si tu veux en dire deux mots. Alors, du coup, en interne, au niveau des différents acteurs qui sont impliqués, parce qu'effectivement, la fonction douane, bien évidemment, mais pas que. En fait, c'est dans le contexte aussi où, depuis 3-4 ans, donc la fonction douane s'est structurée au sein de l'AR. Donc, on a dissocié, entre guillemets, la douane et le transport, même s'ils sont toujours intimement liés, et ils seront toujours intimement liés, ce qui a permis de collecter les données, notamment de volumétrie et de montant des droits de douane, soit qui étaient en suspension, soit qui étaient encore décaissés, pour chaque usine, et être en mesure d'isoler ces montants-là, et notamment sur chaque flux, sur chaque achat de matières premières, etc. Donc ça, c'est vraiment tout ce travail de structuration est nécessaire en amont, parce qu'il faut savoir de quoi on parle, comment quantifier, etc. pour après calculer bien évidemment un ROI ou savoir ce qu'on veut faire demain. En interne, ça concerne, on est au plus proche du terrain, donc ça va concerner les achats pour savoir quels sont nos fournisseurs. Nos fournisseurs, d'un point de vue douanier, on les connaît. Est-ce qu'ils sont stratégiques? Est-ce qu'on aura toujours les mêmes fournisseurs demain? Donc il y a une grosse brique achat qui permet d'avoir le chiffre d'affaires qu'on va acheter, etc. Les typologies de produits, et donc d'identifier les enjeux de droits de douane derrière. Il y a bien évidemment, une fois que la marchandise elle est sur les sites, on a les fonctions, tous les opérationnels terrain, vraiment en réception, expédition. Donc là, on parle vraiment des process opérationnels de réception de marchandises et de réception informatique aussi dans les systèmes d'information du groupe, qui sont, donc là on parle vraiment pour aller collecter la donnée. Et après, on parle bien évidemment de nos partenaires douaniers avec notre prestataire de dédouanement. Et ensuite, c'est poser la question de trouver la compétence aussi pour savoir quelle technologie on veut mettre en face, quel est le projet. J'allais dire quel est notre projet, mais c'est quel est le projet, et qu'est-ce qu'on cherche à faire avec. On sait qu'il y a un besoin, on sait qu'il y a un dispositif réglementaire qui est en notre faveur, entre guillemets, mais comment est-ce qu'on répond à tout ça pour apporter de la performance à l'entreprise en fait dans le temps. Et donc
Après, je vais laisser la parole. Je vous redonne la parole. Faut pas hésiter à poser directement et à mettre directement peut-être Mathieu dans la boucle, notamment sur le côté pratico-pratique. Qu'est-ce que ça veut dire la blockchain, c'est aussi des outils, des interfaces, des process, des questions peut-être aussi en lien avec le système d'information. Peut-être que vous pouvez nous en dire un peu plus. Ouais, c'est une bonne question parce qu'en plus, je pense que chacun d'entre vous qui a déjà entendu parler de la blockchain se pose encore la question, mais qu'est-ce que ça veut dire, quoi. Donc ça veut dire... alors d'abord, le premier truc, c'est que ça veut dire d'abord une technologie. Ce que je veux dire par là, c'est que la question n'est pas de savoir si on utilise de la blockchain ou pas de la blockchain, c'est comment on l'utilise. Et c'est la façon de l'utiliser et de la mettre en œuvre qui fait qu'effectivement, on répond à des problématiques de traçabilité, et puis après ça, lesquelles et comment elles se posent. Nous, on a un usage un peu particulier. En fait, blockchain, en gros, si je fais très rapide, c'est une base de données décentralisée. Quand on regarde une supply chain de loin, c'est un environnement décentralisé. Donc, pour aller y prendre de la donnée, ça paraît pas complètement débile, vu de loin, de se dire on va utiliser un mécanisme décentralisé pour aller chercher de la donnée à différents points dans un environnement qui lui-même est décentralisé, quoi. Donc, donc c'est exactement comme ça qu'on l'utilise, c'est-à-dire qu'on déploie un réseau. Donc chacun de nos clients, donc Daher, Danone, enfin ouais, tous nos clients sont membres font partie du réseau qu'ils opèrent ensemble, et ça leur permet de venir déclarer de la donnée. Et ça a deux vertus. Un, ça permet d'un point de vue, pratico-pratique, de réaliser une intégration des systèmes de chacun, des données de chacun, sans venir perturber les autres de manière indépendante, parallèle. Donc ça permet de faire des déploiements à large échelle. Aujourd'hui, on a, bon an, mal an, pas loin de 400 entreprises qui peuvent partager de l'information via notre réseau. Et la deuxième chose que ça permet, c'est que c'est des vertus de la technologie, c'est quand elle est réellement décentralisée, ce qui n'est pas toujours le cas, mais quand elle est réellement, elle apporte une garantie au moins technique. La garantie légale, c'est un peu autre chose, mais elle apporte une garantie au moins technique du fait que les données fournies par chacun ne sont pas modifiées. Et donc ça donne une base pour venir constituer, par exemple dans le cas du perfectionnement actif, venir constituer un dossier qui peut être remis aux douanes sur l'ensemble des mouvements qui ont eu lieu sur une longue période de temps, sur le rouleau 23, importé il y a 2 ans, comment il a été découpé, dans quel avion ça a été installé, à quel moment, etc. Et donc ça constitue une base probante de démonstration du fait que Daher a bien respecté les règles d'usage des matières premières compte tenu du contexte douanier. Si je peux juste rajouter deux petits mots. Ce qui est intéressant, c'est que, et d'ailleurs dans l'explication qu'on en a fait, on n'a pas beaucoup dit le mot blockchain, mais parce que dans la solution qu'on a développée, qui a été configurée par les équipes de Tilcal pour répondre à notre besoin, et avec les opérationnels donc sur le terrain, on leur a présenté plutôt les fonctionnalités d'un outil, sans forcément préciser que derrière cet outil, finalement, se cache une sous-couche, un protocole blockchain, parce que c'était pas ça qui était intéressant. Eux, ils avaient vraiment l'utilité d'avoir une solution qui offre une traçabilité, une visibilité sur ce qu'on fait finalement dans l'usine que vous voyez là. Quel rouleau on utilise, sur quelle pièce, et on l'installe sur quel avion. En fait, c'est ça qui comptait. Et justement, la blockchain, je pense que si des gens ici dans la salle ont un wallet, trade un peu sur des cryptos, etc., c'est quand même une expérience utilisateur qui est assez nulle. Enfin, c'est quand même, on perd à chaque fois ses codes, ses clés, on a des trucs hyper longs. C'est pas une expérience qui est très agréable. Et dans l'industrie et avec Tilcal, on arrive à proposer une expérience utilisateur qui en fait est juste la même que celle qu'on aurait sur une plateforme web ou une plateforme SaaS classique. Et c'est ça qui est aussi hyper intéressant, c'est que la technologie est tellement bien intégrée qu'elle est totalement invisible pour ceux qui ne veulent pas forcément la voir. Après, si on veut, et elle est disponible sur les portails utilisateurs, si on veut aller creuser un peu, si on veut aller démontrer, prouver certaines choses en fait aux douanes, on peut. Mais c'est juste que c'est en plus. Et c'est ça qui est hyper intéressant pour nous et ce qui nous a beaucoup plu. Et ce qui a fait que finalement, on a pu industrialiser la solution. Là, c'est aussi un petit dédicace à notre DSI, mais parce que on peut souvent critiquer les systèmes informatiques legacy des boîtes. Mais là, voilà, on a réussi à installer un nœud sur notre réseau. Donc voilà, c'était quand même une super aventure aussi avec notre informatique qui ont su répondre aussi à notre ambition, à notre challenge de travailler sur ces technologies quand même assez innovantes pour nos métiers, nos industries, quoi.
Est-ce que ce projet, il a fallu aller le présenter aux douanes pour, je sais pas, recevoir leur assentiment ou Alors, pas? il s'inscrit effectivement dans le cadre. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. En fait, avant de pouvoir utiliser le perfectionnement actif, il faut déjà avoir une autorisation pour le faire, une autorisation de l'administration des douanes. Et l'administration des douanes nous accompagne généralement dans ces démarches-là pour savoir justement nous indiquer quel est le niveau de traçabilité, quelles sont les données qui doivent leur être restituées ou qu'on doit tracer dans le temps pour pouvoir être éligible à cette suspension de droit de douane. Et donc, avoir l'autorisation de le faire. Donc l'autorisation, d'ailleurs là depuis quelques temps, c'est simplement là, on a une traçabilité qui est en accord avec l'administration des douanes et récemment on leur a présenté justement ce qui avait été développé avec notre partenaire Tilcal pour améliorer justement notre traçabilité, de la rendre beaucoup plus dynamique, de faciliter le pilotage des flux au quotidien, à la fois en centrale par la fonction douane, mais également pour que la fonction douane puisse être un support pertinent des opérationnels sur le terrain dans les différentes usines. Donc ça a été, ça a été présenté et ça permet, ça nous aide à répondre à nos obligations. Effectivement, mais ce n'est pas un besoin, ce n'est pas une demande de l'administration des douanes que d'instaurer cette technologie ou cette traçabilité. Le projet, on en a parlé tout à l'heure, il est parti vraiment d'un besoin terrain et certains périmètres on arrivait à tracer, d'autres on ne parvenait pas à tracer. Sinon, la charge de travail et l'investissement en termes de ressources humaines aurait été trop important pour aller chercher restituer la traçabilité et demander une suspension de droit de douane. Donc on a essayé, et maintenant on le fait, donc c'est un beau projet, on a industrialisé, de partir vraiment d'un besoin concret du terrain pour essayer de déployer aux différentes usines en harmonisant nos process. Donc on l'a présenté avec, au bureau de douane qui est... c'est le bureau de douane de Toulouse, hein, parce que c'est notre partenaire pour l'activité aéronautique. Donc on leur a présenté ce qui était en train de se faire et surtout aussi pour recueillir leur avis et essayer justement d'avoir cette première brique sur le self-assessment, sur qu'est-ce qu'on pourrait faire demain et s'inscrire, avoir cette réflexion dès maintenant sur justement tout ce qui va transformer la douane d'un point de vue opérationnel, organisationnel et essayer de commencer à réfléchir dès maintenant, tout en répondant à un besoin vraiment concret. Ce que je voulais juste dire aussi, c'est que nous, on avait un besoin qui est né, un process qui avait été bien fait, c'est-à-dire quand la solution est arrivée après en fait, la mise à plat de tout le process et de justement comment il faut qu'on fasse les choses. Parce que si vous arrivez avec votre outil et qu'il y a zéro process, il n'y a rien qui est installé, ça ne va pas vous sauver en fait. Hein. Il faut déjà avoir bien tout fluidifié avant. Donc il y avait un super travail de mapping avant qui avait été réalisé. Et justement sur toute la notion de perfectionnement actif qui a permis l'intégration assez smooth finalement de la solution dans le contexte. Et deuxième point, c'est que les douanes, les douanes étrangères et les douanes françaises s'étaient quand même posé la question de ce que la blockchain pouvait apporter. Il y a eu pas mal de communication des douanes canadiennes, américaines, aux Émirats Arabes Unis, etc., notamment sur le transport de personnes, enfin le déplacement de personnes. Et il y avait quelques projets qui étaient aussi un peu présentés par les douanes françaises, mais de manière peut-être un peu plus académique et sans forcément de cas d'usage concret, sur comment la blockchain pourrait finalement venir transformer notre métier. Donc là, il y a eu aussi, en 2019-2018, quelques publications des douanes et quelques travaux qu'elles ont pu faire avec certaines sociétés pour ne rester pas non plus étrangères complètement à ces thématiques. Nous, on venait par contre leur présenter une solution qui avait été vraiment implémentée sur le terrain, ce qui pouvait peut-être changer un peu de la théorie de l'académie et de ce qui pouvait être fait en fait un peu avant, sans critiquer le travail académique. Mais en tout cas là, c'était du concret, quoi. C'était brick and mortar, quoi. Sur cette même idée d'avoir à présenter la solution, il n'y a pas qu'aux douanes, il y a peut-être à d'autres échelons dans l'entreprise, notamment sous un angle de ROI, de bénéfices, aussi à un autre échelon sur un angle pratique des organisations, de gens qui auront à l'utiliser au quotidien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces deux sujets différents ? Alors, effectivement, il y a un aspect, il y a un enjeu financier, un enjeu financier, un enjeu opérationnel. L'enjeu financier en termes de ROI,
Comme j'ai dit tout à l'heure, on avait pu identifier le montant, mais ça représente, à partir du moment où on a pu le déployer, c'est des matières premières sur lesquelles on payait, dès que la matière première arrivait, entre 6 et 7% de droits de douane de la valeur de la marchandise. Je ne vais pas rentrer dans les détails de détermination de valeur, mais c'est l'ordre de grandeur sur les matières premières qui concernent Daher. Après, ça peut être... Voilà, le ROI, on passe de 6-7%, donc du taux de droit de douane, finalement, à zéro. Il y a peut-être un petit reliquat parce que dans la consommation de matière, il y a un petit bout qu'on va revendre ou qui va repartir, donc qui ne sera pas éligible à cette suspension, mais finalement sur 90% de la valeur de la matière que l'on importe, on va pouvoir passer de 6-7% de droits de douane à zéro. Et immédiatement en fait. Quand je dis immédiatement, c'est dans le cadre bien sûr de l'autorisation qu'on a pu avoir avec l'administration des douanes et du fonctionnement qui a été convenu avec les autorités. Mais à partir du moment où c'est applicable, c'est très rapide. Et c'est aussi comme ça, en interne, que le projet a pu être validé. Et l'enjeu organisationnel et d'un point de vue process vraiment opérationnel, si on déploie, de toute façon, pour aller chercher cette suspension de droits de douane et reconstituer les éléments de traçabilité sur les sites, ça passait par du Excel, des tableaux croisés dynamiques, aller chercher les informations chez telle personne, puis chez tel prestataire et essayer de passer... on passe une énergie très importante à reconstituer, à collecter les données, à les reconstituer avant même de commencer à pouvoir les analyser et les traiter d'un point de vue vraiment métier. Et donc l'enjeu, c'était aussi de pouvoir déployer à plusieurs flux et à plusieurs sites, ce process, cette suspension de droits de douane, avec un impact relativement neutre sur les équipes et la charge de travail sur les sites. Notamment dans un contexte qui est celui qu'on connaît pour l'aéronautique. Et voilà, et les effectifs peuvent être parfois en tension. Et le but, c'est de ne pas les surcharger, mais d'essayer de tirer profit des compétences de chacun et d'éviter de dépenser, de perdre du temps à aller chercher la donnée, la collecter, mais vraiment à travailler beaucoup plus sur de l'audit interne, de l'analyse et du pilotage. Merci. Alors, je pourrais continuer à vous soumettre à la question, mais peut-être que ça a un intérêt de passer aux questions du public qui nous amèneront peut-être à des questions qui s'adressent à Daher sur le volet douane ou autre, mais qui pourront aussi peut-être permettre à Tilcal d'avoir des réponses plus axées sur la traçabilité et la façon dont Tilcal l'envisage. Je vous propose, il nous reste 9 minutes, donc je vous ai peut-être fait durer plus longtemps que la partie présentation que vous l'aviez anticipée, mais donc je me tourne vers la salle. D'éventuelles questions, des questions douanières, des questions technologiques. Un micro arrive vers vous. Magazine. Donc ma question est la suivante. Envisagez-vous donc chez Daher de déployer de la blockchain dans d'autres services ou sur d'autres activités que les activités douanières dont nous venons de parler? Je prends la réponse. Oui, en fait, comme je l'expliquais un petit peu, on a bien senti qu'il y avait un réel intérêt dès lors qu'on travaille en supply chain, d'avoir des solutions comme la blockchain pour offrir la traçabilité que déjà nous, on se demande et qu'on veut en interne, mais surtout que nos clients nous demandent. Donc on a identifié forcément des sujets, des use cases à continuer sur la base déjà de ce qu'on a pu faire avec Tilcal et qui du coup, sur les aspects douaniers, se déploient sur d'autres flux. Mais on a forcément des choses qui apparaissent en interne, des demandes des métiers pour aller travailler sur d'autres sujets. Alors si déjà on reste sur le cas aéro et même le cas présent ici, on a adressé le sujet d'un point de vue douanier sur consommation matières premières, c'est-à-dire quel lot de rouleaux de laine de verre j'installe, sur quel avion, etc. Et en fait déjà là vous avez un réel intérêt si vous sortez un peu du prisme douanier et vous vous dites, si j'ai un avion qui a un souci par exemple d'isolation, je peux identifier la pièce qui est responsable,
Cette pièce, du coup, je peux identifier le lot qui est responsable et du coup, je peux retrouver tous les avions qui potentiellement peuvent avoir ce problème. Donc un peu comme les rappels de produits dans l'agroalimentaire. Ça me permet déjà d'avoir cette logique qui aujourd'hui est très compliquée. La donnée est quand même dans plein de systèmes, elle est pas forcément connectée. Donc là, déjà, il y a cet intérêt-là d'un point de vue traçabilité aéronautique sur ça. Et ensuite, on a aujourd'hui pas mal de choses qui se mettent en place à l'échelle mondiale et européenne, enfin bref, à l'échelle de toute organisation. C'est tout ce qui veut être autour de l'éthique, notamment sur l'utilisation, par exemple, de minerais de conflit. Donc tungstène, étain, or et le dernier, si j'y arrive jamais, c'est titane. Ouais, mais bon, du coup, en gros, sur l'utilisation par exemple de ces minerais, et est-ce que du coup ce minerai vient bien d'une mine qui finance pas des activités un peu qui pourraient être problématiques pour les gouvernements destinataires. Et donc du coup il y a ça, il y a finalement comment on vient calculer l'impact carbone d'une pièce dans toute sa construction avec tous les différents tier 1, 2, 3, 4, 5 et leur consommation. Donc il y a plein de sujets en fait de consolidation de données qui nécessitent une traçabilité accrue et qui en plus sont certifiantes, qui doivent être auditées, etc. Donc en fait, il y a plein de cas d'usage qui remontent depuis qu'on a pu présenter les bénéfices de cette solution en interne. Et donc oui, en effet, on a de nombreux cas, d'autres cas d'usage, quoi. Voilà. Je me tourne vers la salle pour une autre question, même si moi j'en ai tout de suite une, mais non, je vous laisse intervenir. Bonjour, merci pour votre présentation. J'ai une petite question. Est-ce que vous avez identifié dans les acteurs de l'aéronautique peut-être des concurrents ou dans les acteurs d'autres qui ont implémenté cette technologie blockchain pour la douane ou pour d'autres utilisations? Ou c'est vraiment une idée qui est sortie de chez Daher et qui est utilisée que chez vous? Alors, moi je vais répondre pour la partie douane. Pour la partie douane, j'ai pas connaissance d'autres de nos partenaires, clients, fournisseurs qui utilisent la blockchain pour répondre justement à ces enjeux de traçabilité. Pour autant, il y a des industriels, bien évidemment, qui utilisent ce mécanisme du perfectionnement actif, mais d'une façon certainement différente. Pour la partie aéro, il y a des projets qui sont lancés. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y en a. Tout le monde s'est un peu posé cette question-là. Alors rien que d'un point de vue crédibilité, de dire qu'ils ont pu en fait expérimenter la technologie. Après, ils sont soit passés par des startups comme Tilcal, ou soit par des cabinets de conseil qui proposent aussi souvent en fait des services de blockchain. Donc il y a eu des expérimentations qui ont été faites. Des projets déployés, j'en connais pas des masses. J'en ai pas là en tête, quoi. Après, il faut voir aussi remonter peut-être un petit peu la chaîne de valeur et aller plutôt au niveau des compagnies aériennes. Parce que là, du coup, des gros acteurs comme Sita ou comme finalement certaines compagnies ont travaillé sur ces notions, sur les opérations, la maintenance, repair and overhaul, donc le MRO de l'aéronautique, et où là, il y a des projets qui se lancent et qui sont hyper intéressants, mais qui sont bien après, en fait, par exemple, ce qu'on fait là, qui est plus dans la partie production. Donc voilà, après... La question, elle est bien parce qu'en fait, on se rend compte que, comme l'avait dit Mathieu, en fait, la traçabilité est la même finalement qu'on parle d'agro ou de cosmétique, mais c'est vrai que l'aéronautique n'est peut-être pas la plus avancée, en tout cas, sur l'implémentation de cette solution. Peut-être d'ailleurs, j'en profite pour caler ma petite question. C'était sur cette diversité des optiques que vous pouviez équiper blockchain. La formule est malheureuse. Mais vous parliez, par exemple, la question de matières premières, ce genre de choses. En l'occurrence, chez Tilcal, vous, la diversité de cas d'application de la traçabilité blockchain, c'est l'histoire de ces dernières années pour Tilcal. Oui, c'est clair. C'est ça qui est passionnant d'ailleurs avec le sujet de la traçabilité, c'est que, en fait, à partir d'un même corpus de données, en quelque sorte, qu'on capte tout le long d'une chaîne d'approvisionnement, en fait, on peut en faire plein d'usages différents. Donc là, on parle d'un usage à des fins de compliance, à des fins réglementaires. Il y a l'usage évident qu'on voit partout, qu'on commence à voir partout, à des fins de transparence consommateur, donc venir expliquer quelle est l'origine du produit. Alors, au passage, l'origine du produit pour le consommateur, ça boucle aussi sur des problématiques douanières, par exemple en lien avec l'origine préférentielle. Enfin, en tout cas, ça ouvre le chemin vers ça. Et puis, il y a des usages très opérationnels.
J'évoquais le cas de ce qu'on fait avec Danone sur le contrôle des approvisionnements de lait pour enfants vers le marché chinois, notamment en réponse à des problématiques de fraude et de contrefaçon qui sont très importantes. Et puis il y a, quand on se tourne de l'autre côté, vers les sourcings, il y a tout ce qui a trait à finalement les sourcings éthiques, l'origine des matières premières, leur impact. Et on mène notamment un projet qui me tient particulièrement à cœur, qui est assez passionnant, avec une organisation qui groupe 80 industriels autour du sourcing d'une matière première qui s'appelle le mica. 2 secondes sur le mica parce que c'est incroyable. C'est un matériau, c'est un minerai très friable que personne connaît, ou à peu près, qui est dans tous les cosmétiques. Ça donne le côté brillant aux rouges à lèvres et aux eyeliners. Ça donne le côté brillant aussi aux peintures de voitures. Et puis quand vous en faites des feuilles très fines, le mica, c'est un excellent isolant thermique et électrique. Et donc c'est largement utilisé dans les composants électroniques, et ça commence à être très utilisé pour faire les isolations des couches de batterie. Il se trouve que le mica, il y a à peu près 25% du mica dans le monde qui vient d'Inde, et ça fait 30 ans que c'est largement interdit d'extraire du mica en Inde. Et la conséquence, évidemment, c'est qu'on retrouve sur, tu parlais tout à l'heure des minerais de conflit, qu'on retrouve sur le cobalt, c'est pareil sur tout ça, qu'on retrouve sur le cacao, sur le café, sur le coton. La conséquence de tout ça, c'est que, 1, les mines sont largement criminalisées, 2, il y a énormément de travail d'enfants dedans. Alors notamment parce que, comme c'est une pierre très friable, les boyaux ne sont pas très gros, donc mettre des gamins de 6-7 ans pour aller extraire, c'est plus pratique, quoi. Ça pose un vrai problème. C'est-à-dire qu'on achète, nous, en bout de chaîne, des cosmétiques en France. On est très content d'acheter des cosmétiques chers qui, à l'origine, déclenchent du travail d'enfant à l'autre bout du monde. Ça pose quand même, c'est des vraies questions fondamentales, je pense. Ce qu'on fait dans ce cadre-là, c'est très simple, en fait. C'est-à-dire, en fait, sur l'ensemble d'une filière, l'ensemble des acteurs qui font partie de cette association, Responsible Mica Initiative, qui veulent nettoyer leur sourcing de mica, on va les capter sur toute la chaîne, l'ensemble des flux, l'ensemble des transactions d'achat et vente tout le long de la chaîne de valeur, donc depuis les mines ou les transformateurs de rang 1 dans les mines jusqu'aux industriels, jusqu'aux grandes marques. Et on va analyser ces flux à la fois pour évaluer le risque d'exposition au travail d'enfant des industriels et à la fois détecter les gens qui jouent. Ce que j'appelle les gens qui jouent, c'est ce qui se passe dans la vraie vie sur toutes ces matières premières. Vous avez un intermédiaire qui est labellisé pour vendre 10 tonnes de mica sans travail d'enfant par an. Puis il en vend 40, parce qu'en fait, il vend 4 fois ces 10 tonnes à 4 acteurs différents ou à X acteurs différents qui chacun pense de bonne foi acheter ce qu'il faut. Et organiser une traçabilité à l'échelle d'une filière, ça permet d'aller détecter les acteurs qui font n'importe quoi, potentiellement de les éjecter de la filière, et du coup d'aller résoudre des problèmes qui sont quand même assez, je pense, assez fondamentaux quand on se réveille le matin et qu'on se met du rouge à lèvres. Eh bien, on a commencé, du moins on était à Toulouse, dans les bureaux douanes et les sites de Daher. Là, Mathieu nous a emmenés jusqu'en Inde. Pour voyager. Voilà, mais en tout cas, en allant juste à 100 mètres, on peut aller continuer à échanger avec Tilcal, justement pour discuter de la diversité des cas d'application de sa solution. Donc les 45 minutes sont écoulées. Je vous remercie pour cette présentation originale et innovante. Merci. Merci.